Chers téléspectateurs, bienvenue en classe sur l'ETM. Mes chers élèves de la 4e année TCA pour le BT2, vous avez encore Sayon Ndiakité pour la 5e leçon. Alors, cette 5e leçon, ça porte sur l'une des techniques d'analyse en coûts partiels, les coûts préétablis. Alors, les coûts préétablis, comme on l'avait indiqué dans le chapitre 2, c'est une des techniques qui repose beaucoup plus sur la notion de gestion rationnelle, gestion contrôlée ou encore contrôle de gestion. Alors, cette technique, on va la traiter en 2 productions. La première production, qui est celle que nous sommes en train de présenter, va traiter essentiellement du fondement même de la technique. C'est sur quoi la technique d'analyse en coûts partiels repose. L'objet, la logique même de la technique. Ensuite, on va définir la technique en question. Et enfin, on va montrer comment les coûts se calculent ici pour pouvoir analyser une exploitation. Alors, d'abord, en introduction, on rappelle que les coûts que nous calculons habituellement dans l'analyse par coût complet, à savoir les coûts d'achat, les coûts de production, les coûts hors production, tous ces coûts-là sont des coûts réels. Et réels en ce sens que c'est sur les données réelles d'une exploitation que ces coûts sont calculés. C'est avec les données réelles de l'exploitation que ces coûts sont calculés. Alors, ces coûts réels ont des avantages certains. Alors, premier avantage, c'est avec ces coûts réels qu'on permet de déterminer le résultat réel de l'activité. C'est avec ces coûts réels qu'on peut analyser la rentabilité réelle de l'entreprise. On peut donc, à la suite de ces coûts réels, constater si l'activité est rentable ou bien si elle n'est pas rentable. Si elle n'est pas rentable, on peut envisager des solutions de remédiation. Et s'il n'y a pas de solution de remédiation, on propose l'activité à l'abandon. Donc, ces coûts réels ont, comme on vient de le dire, des avantages certains. Mais malheureusement, ces coûts réels ont des inconvénients. Alors, le premier inconvénient est que ces coûts réels sont connus tardivement. C'est après que l'activité soit carrément terminée qu'on va recenser ce que ça nous a coûté, et c'est ça les coûts réels. Et on peut, à la suite de ces calculs-là, constater que des erreurs ont été commises, et on peut donc décider de changer nos manières de faire nos pratiques de gestion pour améliorer la situation. Alors, mais malheureusement, ces améliorations ne vont plus servir l'activité qui vient de finir. C'est un peu comme le médecin après la mort. Et c'est cela que l'on regrette beaucoup dans le calcul des coûts réels. On peut imaginer que ces calculs se fassent avant les opérations. Alors en ce moment, on aurait corrigé à l'avance les erreurs qu'on a constatées, et alors on aurait pu améliorer l'activité qui vient de finir pour améliorer le rendement. Alors, et toujours avec ces coûts calculés tardivement, on n'arrive pas à pratiquer un concept phare en matière de gestion qui est les préventions. C'est-à-dire
on dit bien gérer, c'est prévenir. Donc, l'anticipation n'est pas possible avec les coûts réels. Hein? Et ça, c'est ce qui est beaucoup plus regretté quand on travaille en coût réel. Et dès cet instant, on fait le constat que les coûts calculés avant les opérations seront meilleurs aux coûts calculés après les opérations. Et les coûts calculés après les opérations seront donc les coûts réels, et les coûts calculés avant les opérations seront des coûts préétablis. Alors, en définition, alors, on va rappeler que les coûts préétablis sont des coûts prévisionnels déterminés avant la réalisation des opérations. Ils sont surtout utilisés au niveau des coûts de production. Ça veut dire que l'analyse en coûts préétablis serait beaucoup appliquée dans le cas des entreprises industrielles. Alors, maintenant, la détermination des coûts préétablis, c'est-à-dire comment on peut calculer un coût à l'avance. Alors, il y a beaucoup de techniques, on va en rappeler quelques-unes. On dit qu'il peut s'agir de coûts calculés à partir des coûts de la période précédente. Ça veut dire qu'on a fait une première expérience, on sait ce que cela nous a coûté, et quand on envisage de faire une deuxième expérience, on peut calculer les coûts de cette deuxième expérience à l'avance en se basant sur ce qu'on a noté comme élément de coût lors de la première expérience. Il peut s'agir également des coûts moyens dégagés des périodes comptables antérieures. Alors ici, on ne va pas se limiter à une seule expérience, mais plusieurs expériences déjà passées, et cela aura pour avantage d'améliorer les prévisions. Alors parce que quand on se limite à une seule expérience, cette seule expérience peut se faire dans des conditions particulières, et quand on fait les prévisions sur la base de ces conditions particulières-là, les prévisions n'ont pas tellement la chance d'être bien préparées. Mais quand on fait des prévisions sur beaucoup d'expériences déjà passées, on va prendre la moyenne de ces expériences-là, et là, on aura toutes les situations d'exploitation prévues, et prendre cette moyenne-là comme référence pour les prévisions, cela va améliorer considérablement l'étude des repères, c'est-à-dire les prévisions. Il peut s'agir également des coûts calculés d'après les tarifs du marché. Quand on veut préparer un événement, par exemple, on va au marché, on se renseigne sur les tarifs qui sont en vigueur et on se réfère sur ces tarifs-là pour faire nos prévisions. Il peut s'agir également des coûts basés sur le volume d'activité normale. Vous vous rappelez bien de cette notion de volume d'activité normale, quand on avait abordé la technique d'analyse en coût, en imputation rationnelle des charges fixes. Alors, on a dit que l'activité normale, c'est une activité au cours de laquelle tous les facteurs de production ont fonctionné au meilleur de leur forme, et l'activité qui est réalisée dans cette condition-là, c'est cette activité qu'on va considérer comme activité normale. Alors donc, nos prévisions peuvent être tirées aussi de données de cette activité normale. Il peut s'agir également des coûts établis par des techniciens. Alors, ceci va donner la notion de coût standard. Les techniciens en la matière, c'est-à-dire pour un domaine précis, on approche les techniciens de ce domaine-là et on essaie de faire nos prévisions sur la base des informations qu'on obtient auprès de ces techniciens. Par exemple, quand vous voulez faire le devis d'un bâtiment, le devis c'est une forme de coût préétabli, alors vous approchez les techniciens en bâtiment pour que ceci nous guide. Alors, il peut s'agir également des coûts tirés des budgets. Là, on va parler de coûts budgétisés. Les budgets sont en fait des prévisions. Alors, quand nous tirons nos
informations pour le coût préétabli de ces prévisions-là, on parle de coût budgétisé. Donc, comme on l'avait annoncé, il y a en réalité beaucoup de techniques pour calculer les coûts à l'avance. Mais dans tous les cas, on établit une fiche de coût unitaire préétablie qu'on va appeler coût unitaire standard et qui va servir de base de calcul pour les prévisions. Coût unitaire standard. Alors, exemple de fiche standard, c'est-à-dire exemple de coût unitaire standard. On vient de dire tout de suite que malgré qu'il y a beaucoup de techniques pour calculer les coûts à l'avance, le tout se ramène à présenter une fiche de coût unitaire standard. On va donc ici présenter un exemple de fiche de coût unitaire standard. Alors, prenons l'exemple sur une entreprise de transformation, l'entreprise Kone. Alors, pour le dernier trimestre de l'année N, l'entreprise Kone vous fournit les renseignements suivants. Production 20 unités, matière première consommée 170 kg à 20 francs le kilogramme, main-d'œuvre directe qu'on a abrégé par MOD, 50 heures travaillées à 160 francs l'heure. Et charge indirecte, 3500 francs, dont 1200 francs de fixe. Alors, ça, ce sont les données comptables de l'activité trimestrielle de l'entreprise Kone. Travail à faire. Premièrement, on demande de déterminer dans un tableau le coût de production des produits fabriqués au dernier trimestre N. Alors, la solution proposée est en bas ici. Alors, donc, on a le tableau de coût de production des produits fabriqués au dernier trimestre N. Alors, c'est un tableau de coût ordinaire. Ici, on ne fait que ramasser les éléments de charge qu'on va présenter en quantité, en coût unitaire et en montant. Alors, la matière première consommée, en quantité, c'est 170 kg, comme on l'a cité, à raison de 20 francs le kilo, ce qui fait 170 fois 20, 3400. La main-d'œuvre directe, 50 heures travaillées, avec un taux horaire de 160, c'est ce qui fait 8000. 50 fois 160, ça fait 8000. Les charges indirectes s'élèvent à un volume de 3500. Alors, la somme de ces trois éléments de coût donne un total de 14 000. Alors, divisé par les 20, c'est 14 900, divisé par les 20, ça donne 745 de coûts unitaires. Alors, ça, c'était la première question. On a fait que rassembler les éléments de coûts, on les a additionnés, ça a donné le coût de production du trimestre pour les 20 unités fabriquées. Alors, la deuxième question, on dit, l'entreprise considère que l'activité de ce trimestre, entre parenthèses 50 heures, est une activité normale. Sur cette base, établir la fiche de coût de production unitaire préétablie. Alors, comprenons ici déjà que l'activité de l'entreprise qu'on est là est mesurée en heures de main-d'œuvre directe. Alors, je vous ai dit depuis au démarrage de ces techniques d'analyse par coût partiel qu'il y a la notion de mesure de l'activité.
Alors, l'activité est mesurée ici en heures de main-d'œuvre et l'activité du trimestre-là a fait 50 heures et ces 50 heures d'activité sont considérées comme activité normale. On demande donc sur cette base-là d'établir la fiche des coûts unitaires standard qui est la base des prévisions dans cette entreprise-là. Alors, on va avoir un tableau de coûts pareil à ce que nous avons ici, mais au lieu que ce tableau de coûts soit pour la production de 20 unités, c'est un tableau de coûts qui serait pour une seule unité. La consommation de matière, la main-d'œuvre directe, les charges indirectes vont être tous pour une seule unité. Alors, voici notre fiche de coûts unitaires standard. Alors, comme j'ai dit, ce serait un tableau de coûts pour une seule unité. Alors, comment on va trouver la consommation de matière pour une seule unité? Alors, on se rappelle, pour les 20 unités qui étaient la production du trimestre passé, on avait consommé 170 kg en tout. Donc, 170 kg pour 20 unités, cela va donner combien pour une seule unité? On divise 170 par 20, ça donne 8,5 kg. Ça, c'est la quantité de matière consommée pour réaliser un produit. Alors, le coût unitaire reste toujours 20, donc on aura 8,5 kg fois 20, ce qui va donner 170 francs. Alors, la main-d'œuvre directe va être déterminée comment? Vous vous rappelez, pour les 20 unités, on avait utilisé 50 heures de travail. Alors, ça serait ramené à combien d'heures pour un produit? 50 divisé par 20, ce qui fait 2,5 heures pour un produit. Alors, le taux horaire est toujours 160, et on aura donc 2,5 fois 160, ce qui fait 400. Les charges indirectes, alors on a dit que l'activité ici est mesurée en heures de travail. Alors vous savez bien que les charges indirectes sont imputées sur la base de l'unité de mesure de l'activité, qu'on appelle autrement unité d'œuvre, et qui est ici le volume d'heures de travail. Alors, ça fait combien d'unités d'œuvre pour un seul produit? L'unité d'œuvre étant le nombre d'heures de travail, donc on a 50 heures ou 50 unités d'œuvre pour 20 produits, ça va être 50 sur 20, soit 2,5 unités d'œuvre pour un produit. Alors 2,5, ça c'est le nombre d'unités d'œuvre pour un produit, ça correspond au nombre d'heures pour un produit ici. C'est la même chose parce que c'est l'heure de main-d'œuvre qui a été utilisée comme unité d'œuvre ici. Maintenant, le coût de l'unité d'œuvre. Comment on va trouver le coût de l'unité d'œuvre? Parce qu'ici, on est dans la colonne des coûts unitaires. Alors, le coût de l'unité d'œuvre, c'est le volume total des charges indirectes divisé par le nombre total d'unités d'œuvre. Le volume total des charges indirectes, c'est 3500. Le nombre d'unités d'œuvre totale est 50. Donc, 3500 divisé par 50, ça fait 70. 70 représente le coût de l'unité d'œuvre. Et le nombre d'unités d'œuvre nécessaires pour réaliser un produit est 2,5. Pour trouver les charges indirectes nécessaires pour réaliser un produit, on fait 2,5 nombre d'unités d'œuvre par 70 coût d'unité d'œuvre, ce qui fait 175. Alors donc, la fiche de coûts unitaires standard donne 170 pour la consommation des matières, 400 pour la main-d'œuvre directe, 175 pour les charges indirectes, ce qui fait un volume total de 745 francs.
ce qui va donner le coût unitaire pour la production totale qu'on avait dégagée dans le premier tableau. 745. Alors, on a compris comment établir la fiche de coût unitaire standard, qui est la base des prévisions dans cette technique de coût préétabli. C'est sur ça qu'on va se baser pour calculer les coûts à l'avance. Maintenant, on en vient à comment calculer les coûts ici pour analyser une exploitation. Alors, on rappelle qu'à la fin de la période de calcul des coûts, qui est généralement le mois, comme on l'a dit bien avant, on peut constater le coût réel de la production de cette période. Alors, ça veut dire quoi? On avait calculé le coût prévisionnel de cette activité. On vient de finir l'activité, on a donc les éléments réellement supportés, on va donc calculer le coût réel de la même activité. Donc pour la même activité, on a son coût préétabli, on a son coût réel. On va alors procéder à la comparaison entre le coût réel et le coût préétabli de cette même activité. On va ensuite constater éventuellement les écarts entre ces deux coûts. C'est-à-dire la différence entre ces deux coûts. Alors, par convention, nous adopterons que écart égale réalisation moins prévision. J'ai dit bien, l'écart n'est rien d'autre que la différence entre le coût réel et le coût préétabli de la même activité. Alors, puisque c'est une différence, A moins B n'est pas B moins A, il y aura un problème de signe qui va se poser. Si A moins B donne C, B moins A va donner moins C. Alors, pour que nous parlons le même langage dans l'analyse, on est tombé d'accord de calculer l'écart par réalisation moins prévision. Donc nous, on ne va pas faire prévision moins réalisation, mais plutôt réalisation moins prévision. Alors quand on fait cela, nos écarts vont être les mêmes. Ça colle mieux avec les élèves, parce que si vous avez des copies à corriger, pour une même réalité, vous allez avoir des résultats de signes différents, c'est un problème. Donc, on est convenu de calculer l'écart par réalisation moins prévision. Donc, l'écart global sur le coût préétabli, ça va être coût réel moins coût préétabli. Alors, dans cette disposition, l'écart positif signifie que le coût réel est supérieur à ce qui avait été prévu. Alors, si le coût réel est supérieur à ce qui avait été prévu, on est en termes de coût, ça veut dire que le coût a dépassé ce qu'on avait prévu. Et là, c'est une situation qui n'est pas à notre faveur. Je vais caricaturer cela. Je vais par exemple au marché pour me payer un livre. Je mets sur moi 10 000 francs, donc mon coût est prévu, mon prix prévu pour le livre, c'est 10 000 francs. Alors, je vais à la librairie, le marchand me dit, après toute discussion, que le livre est à 15 000. Alors, le prix réel ou le coût réel est 15 000.
il y a bel et bien un écart entre ce que moi j'avais prévu qui est 10 000 et ce que le marchand a arrêté comme prix définitif qui est 15 000. Alors, l'écart entre nous c'est 5 000 et ces 5 000 m'empêchent moi d'avoir mon livre. Le coût réel a dépassé ma prévision, hein, et l'écart est défavorable parce que ça m'empêche moi d'avoir mon livre. Alors donc, quand on pose le calcul de l'écart en termes de réalisation moins prévision, l'écart positif entraîne un écart défavorable. Alors, mais si c'est l'inverse, hein, j'ai amené 15 000, le livre est chez le marchand à 10 000, hein, il y a bel et bien un écart entre nous, mais cet écart ne va pas m'empêcher d'avoir mon livre, donc je paye mon livre et je retourne avec 5 000 qui est une économie. Donc, si le réel n'atteint pas la prévision, cet écart-là est favorable et ça se traduit par une économie. Alors, donc on dit, dans cette technique de coût préétabli, on va, pour une activité donnée, calculer et son coût réel et son coût préétabli et comparer ces deux pour éventuellement faire ressortir des écarts. Alors, tout cela se fait dans un tableau, hein, qu'on va appeler tableau de comparaison. Alors, pour terminer cette première production, on va ensemble présenter un tableau de comparaison. On retourne toujours sur l'exemple de l'entreprise Kone. Alors, pour dire que en fin mars N+1, la comptabilité générale de l'entreprise Kone, c'est notre exemple précédent, vous communique les données du premier trimestre pour la production de 18 unités. Alors, les matières premières consommées, c'est 148,5 kg à 22 francs le kilo. La main-d'œuvre directe, 40 heures à 168 francs l'heure. Et les charges indirectes, 3400 francs. En travail à faire, on demande de présenter le tableau de comparaison des coûts de production réels et préétablis de la période. Alors, voici notre tableau de comparaison. C'est un tableau un peu large. Comme je vous l'avais expliqué, c'est dans ce même tableau qu'on va avoir le coût de production correspondant, le coût de production réel, le coût de production préétabli et une colonne de comparaison entre ces deux coûts qu'on va appeler colonne d'écart. Alors, il se trouve que chacune des colonnes de coûts, que ce soit le coût réel ou le coût préétabli, hein, on va présenter 4 sous-colonnes. Une sous-colonne pour la production réelle, une sous-colonne pour quantité unitaire et réelle, une sous-colonne pour coût unitaire et réel, et une sous-colonne pour valeur réelle. Ça, c'est par rapport au coût réel. Maintenant, pour le coût préétabli, il y aura la sous-colonne production réelle, il y aura la sous-colonne quantité unitaire préétablie, une sous-colonne coût unitaire préétabli, et enfin une sous-colonne valeur préétablie. Donc la colonne qui est commune, hein, à ces deux colonne de coûts là, c'est la production réelle. Production réelle ici, production réelle ici. Alors, maintenant, comment on va calculer
les coûts dans ce tableau de comparaison. Alors, les éléments de coûts sont matières premières consommées, main-d'œuvre directe et charges indirectes. Ce sont nos 3 éléments de coûts. Alors, d'abord, la consommation de matière. Il y a eu une production réelle de 18 unités, dont on met ces 18 ici. Dans cette colonne intitulée « Quantité unitaire et réelle », il faut trouver la quantité unitaire pour une seule unité de ces 18 unités fabriquées. Il y a eu en tout 148,5 kg de matière utilisée. On va diviser ceci par les 18 pour trouver la quantité unitaire et réelle, parce que c'est de cela qu'il s'agit ici, et on trouve 8,25. 8,25, c'est la quantité unitaire et réelle pour fabriquer chacune des 18 unités. Alors, le coût unitaire, c'est le coût du kilogramme, ça fait 22 francs. Et alors, la valeur réelle, ça va être la multiplication de la quantité de la production réelle 18 fois 8,25 fois 22. Donc, toutes ces 3 colonnes-là se multiplient entre elles et on obtient la valeur réelle. Ça fait 3267. Alors, pour la production, pour le coût préétabli, le coût de production préétabli. Alors, la production réelle est toujours 18. La quantité unitaire préétablie, ça vient de notre fiche de coût unitaire standard. Le tableau de coût de production pour un seul produit dans les conditions normales. Cette fiche-là, on l'a établie tout de suite ensemble. Et là-bas, la quantité de matière nécessaire pour réaliser un produit, c'est 8,5. Le coût du kilo dans cette fiche de coût unitaire standard, c'est 20. Alors, pour trouver la valeur préétablie qui est 3060 ici, on fait 18, production réelle, fois 8,5, quantité unitaire préétablie, fois 20, coût unitaire préétabli. Et ça nous donne 3060. Maintenant, la main-d'œuvre directe, deuxième élément de coût. La production réelle est toujours 18, on met ces 18 ici. Ici, ça c'est la quantité unitaire et réelle, puisqu'on est en charge de main-d'œuvre, on va parler de volume horaire unitaire. Alors, pour fabriquer les 18 unités, on a mis 40 heures en tout. Alors, le nombre d'heures unitaires nécessaires pour faire chacun des 18 produits, c'est 40 divisé par 18. Alors, on met sous la forme fractionnaire ici, parce que la division ne tombe pas. Si ça tombe, on peut mettre comme on l'a fait ici, mais en divisant 40 par 18, vérifiez, vous voyez que ça ne tombe pas. Donc, puisque on est dans les calculs d'écart, il n'est pas bon d'arrondir. Mieux vaut prendre sous la forme fractionnaire plutôt que d'arrondir. Donc, j'ai fait 40 sur 18 comme ici. Alors, le taux horaire réel, c'est 168. Alors, pour trouver la charge de main-d'œuvre directe et réelle, j'ai fait 18 fois 40 sur 18. Et regardez ici, déjà, 18 fois cette fraction-là, par simplification, les 18 vont aller et je vais avoir 40. Donc, le calcul devient plus simple. Alors, donc, 18 fois cette fraction fois 168, c'est ça qui va donner 6720 charges de main-d'œuvre directe et réelle. On est dans la colonne de coût de production réel des 18 unités. Maintenant, le coût préétabli pour, la charge de main-d'œuvre préétablie pour les 18 unités. Alors, je prends 18 production réelle.
Alors, je vais dans la fiche des coûts unitaires préétablis. Le volume horaire pour un seul produit est 2,5 heures. J'ai reconduit ça. Je reste toujours dans la même fiche des coûts unitaires. Le taux horaire normal de ces 2,5 heures, c'est 160. J'ai reconduit ça. Et alors, pour trouver les 7200, je multiplie 18 productions réelles par 2,5 volume horaire normal pour faire un produit dans les conditions normales, alors, fois 160. Donc 18 fois 2,5 fois 160, c'est ça qui me fait 7200. Les charges indirectes. Alors, puisque nous connaissons directement le volume des charges indirectes réelles, ça fait 3400. Ce n'est pas la peine de reprendre le calcul de ça. Je reconnais ça directement dans la colonne de coûts réels. Maintenant, pour les charges indirectes préétablies pour les 18, je fais comme les autres éléments de coût. Je mets la production réelle ici 18. Dans la fiche des coûts unitaires standards, le nombre d'unités d'œuvre réel, le nombre d'unités d'œuvre normal pour un produit, ça fait 2,5. J'ai reconduit ça. Et le coût d'unité d'œuvre normal est 70. Cela se trouve sur la même fiche des coûts unitaires standards que je vais reconduire. Donc, pour trouver les charges indirectes préétablies, j'ai fait 18 fois 2,5 fois 70. C'est ça qui va donner 3150. Bien, donc pour chaque élément de coût, j'ai les valeurs réelles et j'ai les valeurs préétablies pour chaque élément de coût. Maintenant, je vais à la dernière colonne, c'est-à-dire là où je vais mettre le résultat de la comparaison de ces deux coûts-là, c'est-à-dire la colonne d'écart. Alors, on se rappelle que l'écart, on va le calculer en faisant réalisation moins prévision. Donc, pour la consommation des matières, ma réalisation est 3267 et mes prévisions sont 3060. J'ai fait 3267 moins 3060, c'est ça qui fait plus 207. Et on sait bien que si l'écart est positif, il est défavorable. Donc ça se met dans la colonne des plus, c'est-à-dire la colonne des écarts défavorables. 207. Je reviens pour la main-d'œuvre directe. Mon coût réel est 6720. Mon coût prévu est 7200. Il y a donc ici un écart entre les deux que j'obtiens en faisant 6720 moins 7200, ce qui fait moins 480. C'est un écart favorable. Et enfin, je viens aux charges indirectes. Mon coût réel est 3400. Mon coût prévu est 3150. Ici, c'est un écart défavorable. Parce que le réel a dépassé la prévision. Le réel est 3400 alors que ma prévision est 3150. Donc un écart défavorable. Alors pour vérifier que je ne me suis pas trompé dans mes calculs, je passe au calcul de l'écart global. Alors on appelle ça contrôle du tableau. Et on reprend le calcul de l'écart global de deux manières différentes. Si cela a donné le même résultat, alors je me rassure que mon calcul, disons, mes calculs dans le tableau de comparaison sont justes. Premier calcul de l'écart global, je prends le volume total des charges réelles, qui est 13 387, et j'enlève le volume total des charges prévues,
qui est de 13 410. 13 387 moins 13 410, ça me donne un écart global de moins 23. Alors, j'ai la colonne des écarts qui est la dernière colonne du tableau de comparaison. Alors, j'ai fait le total des écarts favorables moins, puisque ça c'est positif et ça c'est négatif. Donc j'ai fait le positif moins l'écart favorable qui est négatif. J'ai fait donc 457 moins 480. 457 moins 480, ça me donne les mêmes moins 23. Donc à partir de là, je me rassure que mon tableau de comparaison n'a pas été établi avec erreur. Ça, c'est ce que l'on appelle le contrôle du tableau. Alors, le tableau de comparaison peut être présenté aussi comme suite. Alors, dans le tableau précédent, on a présenté le coût réel, le coût préétabli et la colonne d'écart, comme ici. Mais ici, ce qui diffère du tableau précédent, c'est que les tableaux de coûts en réel et en préétabli comportent 3 colonnes au lieu de 4 colonnes. Alors, donc, nous retrouvons nos tableaux de coûts habituels qu'on présentait en quantité, coût unitaire et montant. Quantité, coût unitaire, montant. Alors, donc, ça c'est la deuxième présentation du tableau de comparaison. Ce n'est qu'une question de présentation, sinon le tout aboutit à la même chose. On voit bien, consommation de matière en coût réel, ça fait en quantité 148,5, coût unitaire 22, la multiplication de ces deux-là donne 32,67, 3267. C'est les mêmes 3267 ici, dans l'autre présentation. Alors, en coût préétabli, on a 153, quantité préétablie. Alors là, il y a un calcul. Ce calcul, c'est quoi? La production réelle est 18 unités. La quantité de matière nécessaire pour réaliser un seul produit dans les conditions normales qu'on lit dans la fiche des coûts unitaires standard est 8,5. Donc, nous multiplions la production réelle par la quantité unitaire préétablie, 8,5 kg. C'est ça qui donne les 153. Alors ça, c'est la seule différence avec le tableau précédent. Le coût unitaire prévu, c'est 20 francs le kilo. 20 fois 153, ça fait 30,60, comme on l'avait dans le tableau précédent. 30,60, 3060. Et l'écart va donner les mêmes 207. Alors la main-d'œuvre directe, alors on est en coût réel, le volume horaire réel supporté, c'est 40 heures, à raison de 168 francs de l'heure, ce qui fait 40 fois 168, ça fait 6720. Alors, dans la colonne de coûts préétablis, la quantité, il faut la calculer, la quantité préétablie. C'est-à-dire le nombre d'heures qu'il fallait faire pour réaliser les 18 produits. Alors, on a 18 produits, production, fois 2,5. 2,5 c'est quoi? 2,5 c'est le volume d'heures normal pour réaliser un produit. Donc, 18 fois 2,5, c'est ça qui fait les 45. 45, c'est le volume d'heures normal pour réaliser les 18 produits. Alors, le taux horaire prévu est 160. 160 fois 45, ça fait 7200. Et l'écart est favorable, comme
le trop. 480 favorable. Et pour les charges indirectes, le volume en charge réelle, c'est 3400. Alors, 45, c'est le nombre d'unités d'œuvre normales pour faire les 18 produits. Puisque l'activité est mesurée en heures de travail ici, on peut reconduire les mêmes 45 ici. Mais si l'activité n'était pas mesurée en heures de travail, ça, il ne faut pas vous amuser à le faire. Toujours, en charge indirecte, le travail s'est fait sur la base de la mesure de l'activité. L'instrument qui permet de mesurer l'activité, c'est cet instrument qui est utilisé pour faire les calculs quand il s'agit des charges indirectes. Ici, c'est le volume d'heures de travail, donc on a les mêmes 45 ici. Pour un taux, disons, pour un coût d'unité d'œuvre normal de 70, 45 fois 70, ça fait 3150. Et l'écart est défavorable de 250. Alors donc, on va reprendre en ramasser. Alors, cette technique d'analyse par coût préétabli repose sur le fait que les coûts réels sont utiles, mais si on pouvait faire les calculs avant l'activité, cela serait beaucoup plus avantageux pour l'entreprise parce que on aura évité les erreurs. Donc ça, c'est le soubassement ça c'est le fondement de la notion de coût préétabli. Alors donc, qu'est-ce qui se passe pour cette analyse? Pour une activité donnée, on va calculer son coût préétabli, qui est alors le coût normal, parce que le préétabli là est calculé sur la base de l'activité normale. Alors donc, on va calculer son coût normal, on va calculer son coût réel, on va comparer ces deux coûts et on dégage l'écart entre les deux coûts, analysé en écart favorable ou en écart défavorable. Merci et à bientôt.